Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs, en commençant par Julien, de la Fondation pour le Progrès de l'Homme, et aussi l'initiative suisse sur les multinationales. Comme j'ai traversé les frontières cantonales en arrivant, ça sera bien que je vous parle quand même du CETIM en quelques mots pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, le CETIM en toutes lettres, le Centre Europe Tiers-Monde, est un centre de recherche et de publication sur le rapport Nord-Sud. C'est aussi une organisation qui a le statut consultatif auprès de l'ONU. Et par ces différents types d'activités, le CETIM mène de recherche et de réflexion sur la question du développement, pour qui, pourquoi, comment, sur les conséquences de la mondialisation, de la libéralisation du commerce, de la dette extérieure, etc., etc. Nous avons publié jusqu'à maintenant plus de 130 livres. Il y a juste deux spécimens que j'ai fait avec moi, les deux derniers, donc le commerce et la guerre, et Roda sur le climat. Le CETIM est engagé aussi dans la promotion et de la protection des droits humains, en particulier des droits économiques, socioculturels. Et dans ce cadre-là aussi, on publie des publications didactiques. Là aussi, j'ai apporté quelques spécimens, que ce soit sur le droit à l'éducation, sur le droit à la santé, sur le droit au logement, sur le droit culturel, le droit à la sécurité sociale ou le droit à la terre, etc., etc. Donc toutes ces publications sont disponibles sur notre site internet gratuitement. On publie en 3 langues, donc français, anglais et espagnol. Alors, comme je disais que nous avons le statut consultatif auprès de l'ONU, là nous sommes engagés actuellement dans 2 plaidoyers très importants sur le droit des paysans, c'est l'obtention d'une déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, et l'autre plaidoyer, c'est l'obtention des normes contraignantes, cette fois-ci, sur les sociétés transnationales. Mais en disant sociétés transnationales, c'est interchangeable avec la terminologie populaire multinationale. Ça vient au même juste préciser aussi cet aspect sémantique. Alors, maintenant, on va parler des sociétés transnationales. Avec votre permission, je vais appeler tout au long de ma présentation la STM, l'abréviation. Donc, depuis sa fondation en 1970, le CETIM, en tant que centre de recherche et de publication, a étudié les problèmes posés par ces entités dans le développement des pays du Sud, tout en mettant en exergue la responsabilité des pays du Nord dans l'ordre international injuste. Dans son livre intitulé « Mal-développement », sorti en 1975, le CETIM a tiré déjà l'attention sur le rôle néfaste à l'époque on appelait entreprises multinationales dans les productions des biens, le commerce inéquitable et l'augmentation des inégalités. Donc c'est en quelque sorte le texte fondateur du CETIM, puisque ça restait, hein, c'est ce livre. La devise du CETIM, c'est il n'y a pas un monde développé, un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. En parallèle, le CETIM est engagé aussi, maintenant ça fait presque 20 ans, au sein de l'ONU pour l'obtention des normes contraignantes à l'égard des STM. Donc, lorsqu'on parle des STM, peut-être quelques mots complémentaires, c'est l'avantage d'être le dernier orateur. Il faut tenir compte que depuis les années 1990, nous assistons à l'offensive du capital financier et l'adoption de toute une série de normes internationales favorables aux STM. Évidemment, il y a les accords multilatéraux et bilatéraux sur le commerce et les investissements notamment. Donc ces accords
ignorent les droits humains, le droit du travail et les normes sur l'environnement. Tout ça, donc, ça a été bien présenté par Béatrice et Marie-Laure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'aimerais peut-être ajouter que les STM peuvent aussi commettre des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Évidemment, il y a le travail des enfants, il y a les droits syndicaux on en a parlé, mais aussi des crimes financiers. Si on tient compte de tous ces aspects-là, ça représente quand même des violations massives de pratiquement tous les droits humains à travers le monde. Donc, le fait que ces entités, ça il faut le dire, depuis maintenant plus de 3 décennies, ont été promus comme agents de développement. C'est comme ça qu'on a présenté, on parle des investissements, on parle des emplois. Donc, avec ce vernis qu'on leur a attribué, ces entités sont donc installées aux 4 coins du monde et à tel point qu'elles contrôlent désormais l'essentiel de la production et de la commercialisation des biens et des services à l'échelle mondiale. Donc c'est un élément extrêmement important à tenir compte. Bon, peut-être j'aimerais vous citer, puisque nous sommes en Suisse, hein, on connaît bien le personnage, M. Percy Barnevik, qui a donc fondé ABB, plutôt il a fusionné, il y avait 2 entités, une compagnie suisse et puis une compagnie suédoise, qui est devenue ASEA Brown Boveri. Il disait il y a une quinzaine d'années, je cite, hein, je définirai la globalisation par les libertés pour mon groupe d'investir où il veut, le temps qu'il veut, pour produire ce qu'il veut, en s'approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant supporté le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et des conventions sociales. Fin de citation. Donc, malheureusement, ça devient une réalité de nos jours. C'est ça le problème. C'est pas parce que ces entités, bon, bien sûr, il faut faire des affaires, il faut produire, mais dans quelles conditions, comment, et pour qui, comme toutes ces questions-là ne sont pas posées évidemment par ces entités, puisque c'est la seule motivation, c'est faire des bénéfices. Et les bénéfices pour qui? C'est pour les actionnaires majoritaires ou des propriétaires. Et ça s'arrête là. Donc c'est ça le grand problème qu'il faut retenir. Et en parallèle, nous assistons à quoi? Nous assistons à l'affaiblissement des États politiquement et économiquement. Puisque pendant 30 ans, on a matraqué, l'État c'est bureaucratique, l'État ne sait pas faire les choses, donc on va privatiser. Quand on privatise, est-ce qu'on peut demander à une entité privée, qui est là pour faire des bénéfices, d'assurer un service public? C'est ce qui est le rôle de l'État. Donc, ça pose vraiment un problème de la démocratie, bien sûr les droits humains, mais aussi démocratie, mais aussi l'autodétermination des peuples. Il est arrivé, donc, en parlant des accords commerciaux et des accords sur l'investissement, on a donné tellement de pouvoir à ces entités peuvent traîner les États devant des juridictions internationales qui sont des... excusez-moi. Donc, il existe par exemple le tribunal privilégié de ces entités. Il y a une structure qui existe au sein de la Banque mondiale, donc ça s'appelle CIRDI, Centre international des règlements différents. Donc ces entités peuvent traîner devant cette juridiction les États et puis demander des indemnités, des indemnisations pour des produits qui ne sont jamais produits ou pour réclamer
quand les contrats sont annulés par un État donné, en se basant là-dessus, ils réclament des indemnités. Donc ça arrivait même dans des pays européens comme l'Allemagne, qui a dû sortir des milliards, alors que l'Allemagne voulait sortir du nucléaire, par exemple, ou fermer ses usines, ses mines de charbon, etc., etc. Donc vous êtes coincé quelque part avec ces entités. Donc dans des juridictions telles, ça existe aussi à Genève, devant l'OMC, l'organe de règlement des différends, devant toutes ces instances sont conçues de telle façon que la législation nationale et internationale, que ce soit sur les droits humains, que ce soit sur l'environnement ou que ce soit sur le droit du travail, n'existe pas. On ne tient pas compte. La seule chose qui compte, c'est le contrat entre l'État et ses entités privées. Et ces entités privées, donc, en s'appuyant là-dessus, réclament, ça devient aussi un sport pour certaines de ces entités, sans rien faire, de traîner devant ces juridictions pour obtenir, surtout du bien, des milliards d'indemnités que normalement les citoyens contribuables au final payent. Alors, normalement je suis là pour vous parler de l'ONU. Il ne faut pas que je m'étende trop là-dessus, et puis je vais regarder l'heure. Alors pourquoi au sein de l'ONU, nous avons lancé ce processus pour des normes contraignantes. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Depuis plus de 40 ans, qu'à l'ONU, on discute comment faire pour encadrer les activités des sociétés transnationales. Au bout de 40 ans, tout ce qui est sorti jusqu'ici, à commencer par la déclaration tripartite de l'OIT ou les principes directeurs de l'OCDE, au Global Compact, ou les principes de professeur Draghi. Donc tout cela, finalement, sont aboutis à des codes de conduite volontaires. Donc tout le monde était unanime que finalement, ces principes, ces codes de conduite ne servaient pas à grand-chose, ce n'était pas suffisant, donc il fallait passer à une autre stade. Donc nous, quand je dis nous, le CETIM était très engagé avec, à l'époque, avec très peu d'appui, il y a une vingtaine d'années, d'obtenir des normes contraignantes. Malheureusement, ce processus n'a pas abouti. Surtout, ça a été une surprise générale après le principe directeur en 2011 d'ouvrir encore ce débat. Il y a une dynamique qui s'est déclenchée en 2013 à l'initiative de l'Afrique du Sud et de l'Équateur. Donc il y a une déclaration au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour dire, voilà, nous avons toute une série de codes de conduite, mais nous constatons que dans la pratique, il y a des problèmes. Maintenant, il faut des normes contraignantes, et ces deux États ont commencé à travailler sur un projet de résolution. Ça crée une dynamique. Nous, quand je dis nous, à l'époque, on avait créé une campagne, un réseau des mouvements sociaux comme les paysans, les campesinos, les syndicats ou d'autres organisations qui s'appelle la campagne contre l'impunité des sociétés transnationales. Alors, au moment de cette initiative de ces deux pays, nous avons créé aussi une autre structure à Genève parce que c'était nécessaire pour faire le travail d'information et de sensibilisation auprès des États. Nous avons créé aussi, on appelle toujours une niche, c'est Treaty Alliance. C'est composé surtout des organisations qui ont le statut consultatif auprès de l'ONU, mais aussi des individus. Donc, avec ces deux structures-là, nous avons appuyé cette initiative des deux pays qui a abouti finalement à l'adoption en juin 2014 une résolution. C'est vrai que
le vote était très très serré. Hein. Mais finalement, il y a un mandat qui a été créé. Peut-être je vais trouver ce texte-là. Le vote était 20 voix pour, 14 contre et 13 abstentions. Donc sur 47 États membres du Conseil, vous voyez bien qu'il n'y avait pas vraiment la majorité. C'est grâce à cette abstention que c'est passé. Et puis je dois rectifier une petite erreur de ma collègue. La France était membre à l'époque et a voté contre. Donc toute l'Union européenne, plus les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont voté contre. C'est un élément aussi intéressant à retenir. Et que dit cette résolution? Cette résolution dit qu'il faut adopter, au sein de l'ONU, des normes contraignantes pour encadrer les activités des SDN. Et suite à cela, donc il est prévu aussi toujours dans cette résolution, puisque sur la table, il n'y avait aucun projet de convention ou de traité, quoi que ce soit, puisqu'on parle de normes contraignantes. En théorie, ça devrait être soit une convention, soit un traité. Ça n'a pas d'importance, mais qu'il soit ratifié par les États, applicable aux SDN. Donc, ce qui est prévu pendant 2 premières sessions, c'est qu'il y ait une discussion sur à la fois le contenu et la forme de futur traité ou convention, vous appelez comme vous voulez. Alors, comment ça marche? Donc, par cette résolution, donc, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé un groupe de travail interparlementaire. C'est un élément important parce que ça se passe entre les États. Et quand on dit un groupe de travail, tous les États membres peuvent participer. Bon, ils peuvent être là, ils ne peuvent pas être là, c'est leur choix, participer ou pas. Mais en théorie, tous les États peuvent assister et participer aux négociations. Donc la première session de ce groupe de travail a eu lieu au mois de juillet l'année dernière. Et dès l'ouverture de la session, il y a eu des tentatives de blocage, en particulier de la part de l'Union européenne. L'Union européenne a essayé de bloquer le processus par 2 artifices procéduraux. Premièrement, elle a contesté le programme de travail. Et deuxièmement, elle a dit « Ah non, on ne va pas parler des transnationales. Si on doit parler des entreprises, alors il faut que tout soit dedans. Quelle que soit la taille, quelle que soit la capacité, etc., etc. » Donc à tel point que pendant 4 heures, les discussions étaient bloquées, on ne pouvait pas commencer le programme de travail de ce groupe de travail. Alors évidemment, ça a créé une telle indignation des États qui étaient présents dans la salle, qui avaient voté en faveur de ce mandat. Ils ont dit, ben, écoutez, si on accepte votre proposition, ça revient à modifier le mandat du groupe de travail. C'est vrai que quand vous lisez le titre de la résolution, c'est écrit « Société transnationale et autres entreprises ». Mais la détail, c'est qu'il y a une note de bas de page pour définir ce que c'est autre entreprise. Dans cette définition, on dit autre entreprise, il faut qu'elles aient des liens avec une société transnationale et ce n'est pas des compagnies locales, disons enregistrées du moins, qui sont concernées. Donc évidemment, c'était une manœuvre pour bloquer le processus, mais le résultat des courses, ça a été refusé et finalement, après 4 heures de blocage, les réunions ont pu suivre leur cours. Et pendant cette première session, donc, il y a eu toute une série, je ne vais pas entrer dans le détail, mais des discussions intéressantes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire, à la fois au niveau du contenu et de la forme du futur traité sur ces entités. Évidemment, là, ce qu'on appelle communément la société civile a joué un rôle important, ça il faut aussi souligner. Si
L'Union européenne, finalement, a pu reculer, parce que nous avions aussi, dans notre réseau d'organisations, il y avait des organisations européennes qui étaient en faveur du traité. Moi, je suis analphabète au niveau des nouvelles technologies, mais ils ont utilisé ce qu'on appelle Twitter ou je ne sais pas quoi. Paraît-il que les représentations des pays de l'Union européenne ont reçu, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions de tweets en disant c'est une honte, c'est scandaleux que le délégué de l'Union européenne se comporte ainsi. Et finalement, ce monsieur, on l'a plus vu pendant une semaine. Donc, il a quitté la salle, il n'est plus revenu. Donc, ça aussi, c'est juste une anecdote en passant. Alors, quelle est la suite de ce processus? Ce processus, bien sûr, peut prendre des années, malheureusement. C'est le système de l'ONU, parce que nous n'avons qu'une semaine de travail par année, et comme je vous disais, tous les États membres de l'ONU sont invités à participer. Donc c'est un cadre à la fois interétatique, mais en même temps multilatéral. Et évidemment, il y a des intérêts divergents, et il y a aussi des États malheureusement vulnérables à des pressions de ces entités. Donc c'est, ne serait-ce qu'au niveau, si on oublie l'aspect politique, hein, ne serait-ce qu'au niveau technique, comme il n'y a pas de projet sur la table, donc la présidente rapporteuse, c'est comme ce qu'on appelle à l'ONU, hein, c'est l'Équateur qui assure, doit présenter, donc pas cette année, mais l'année prochaine, parce que cette année, il y aura encore la deuxième session, l'année prochaine, elle doit arriver avec une proposition. Et cette proposition doit être examinée, discutée, décortiquée par les États membres présents. Et seulement ensuite qu'on va envoyer, ça peut prendre 10 ans, ça peut être 15 ans, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il peut y avoir aussi des blocages procéduraux et autres, parce qu'ils sont champions à l'ONU là-dessus. Donc, seulement après, un texte qui sera adopté en plénière du Conseil. Ensuite, on va expédier le papier à l'Assemblée générale de l'ONU. Une fois qu'à l'Assemblée générale, normalement, ça ne va pas poser de problème, puisque ce sont les mêmes États qui siègent à Genève et à New York. Mais une fois que c'est adopté, ensuite, il faut que ça soit ratifié par les États. Et on crée le mécanisme. Et à ce mécanisme, il faut qu'on donne les moyens adéquats. Et il faut que les États, quand même, jouent le jeu. Donc, l'intérêt de... Si je vous explique tout ça, il faut être conscient que c'est un processus, bon, non seulement qu'on discute, ça a été bloqué, hein, évidemment, sous la pression de ces entités pendant 40 ans. Maintenant, il y a une dynamique favorable, parce qu'on a vu aussi les Panama Papers, non? Il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Il y a les citoyens ordinaires est scandalisé par le comportement de ces entités, et à juste titre, il y a aussi les États qui sont victimes, quelque part, de ces entités. Donc il y a une dynamique vraiment favorable pour l'adoption des normes contraignantes sur ces entités, mais le système est fait de telle manière à l'ONU que ça prendrait certainement plusieurs années. Ça, il faut être conscient de ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'intérêt, pourquoi on fait ça au niveau international? L'intérêt de l'affaire, c'est que tout ce qui est fait au niveau international, c'est complémentaire au niveau national. Donc Béatrice a expliqué par rapport à la Suisse cette initiative sur les multinationales, puisque nous n'avons pas de loi pour faire des procès ici en Suisse par rapport au comportement de ces entités à l'étranger. Tout simplement ça. Et nous savons que les transnationales pratiquent ce que j'appelle le tourisme juridique. C'est-à-dire que dans un pays, si elles sont coincées, elles peuvent aller dans un autre pays. Donc, elles peuvent changer le siège. Ou elles peuvent avoir des sièges en même temps dans deux voire 3 pays. Donc, c'est extrêmement compliqué de les coincer. Évidemment, il ne faut pas oublier non plus la volonté politique des États.
il arrive aussi, ou des capacités, tout simplement des États, qui n'arrivent pas à contrôler ces entités. Alors, dans ce cas, les victimes, au moins, c'est ça l'idée, les victimes peuvent aller au niveau international, si je dois faire la comparaison comme à la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, même si elle est attaquée par UDC maintenant. On reviendra peut-être plus tard avec l'initiative. Donc l'intérêt d'avoir un mécanisme international vraiment est complémentaire à ce qu'on peut faire au niveau national. Donc, de manière générale, ça marche comme ça. C'est qu'on devrait avoir, c'est que si chaque État joue son rôle, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'un mécanisme international. Mais dans la pratique, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Pour multiples raisons que je disais, soit le manque de volonté politique, soit le manque de capacité. Au moins, les victimes puissent se retourner vers une structure au niveau international. Je crois que je vais m'arrêter là. Je viens de terminer une publication là-dessus, plus en détail, hein, je ne vous ai pas dit naturellement, en quelques minutes. Nous sommes en train de traduire, et elle va sortir d'ici dans 2-3 semaines. Si vous êtes intéressé, vous laissez vos coordonnées, on peut vous envoyer par email. On va mettre aussi sur le site, mais comme ça vous serez informé au moment de sa sortie. Et je m'arrête là et puis je vous remercie de votre attention.